nos propres doutes aussi, les problèmes matériels de dernière minute, tout ça a été évacué d'un seul coup. Parce que voilà, cette fois on était en mer, on allait dans la bonne direction et il restait plus que l'excitation de se dire qu'on partait en kata au Groenland. Au final, on se rend compte que c'est pas nécessairement en allant chercher la difficulté qu'on s'éclate le plus. Hello hello, c'est Loïc Blanchard, le créateur et host du podcast indépendant Les Frappés. Je suis un ancien sportif de haut niveau, aujourd'hui reconverti en sportif aventureux, mais aussi entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. Passionné d'outdoor et de défis en tout genre, j'ai voulu créer une communauté autour des valeurs de résilience, de dépassement de soi et de détermination, en vous offrant chaque semaine des conversations inspirantes avec des invités incroyables issus d'univers très variés. J'ai reçu aussi bien des athlètes olympiques que des entrepreneurs à succès, des aventurières professionnelles ou encore des anciens des forces spéciales. Leur point commun, la passion pour leur projet et l'audace de se lancer. Alors fonçons ensemble découvrir mon invité de la semaine. Excellente écoute à vous les frappés. Bienvenue Tom et Nicolas sur le podcast. Merci Loïc. Merci Loïc, salut. D'être là. Je suis ravi de vous accueillir. Alors là, les auditeurs pourront pas le voir, mais nous, on a la vidéo et on a Nicolas qui est carrément dans son bateau. C'est juste énorme. C'est la première fois que je fais un épisode avec quelqu'un qui est sur l'eau, en partage de connexion. C'est juste magique. Donc, trop bien. T'es où là d'ailleurs, Nicolas ? T'es dans quel port ? Là je suis à Nantes, donc pas vraiment un port, mais j'ai remonté la Loire il y a une dizaine de jours et je me suis installé au petit ponton qui est juste sur la Loire, en face du centre-ville, en face de l'île de Nantes, donc je suis très bien installé là. Ah, c'est énorme. Bon, et toi, Tom, c'est aussi exotique que ça ou un peu moins ? Un peu moins original. Moi, je suis dans mon appartement sur Grenoble, mais j'ai la vue sur les montagnes et il a neigé pendant 4 jours toutes les nuits, là, donc c'est assez canon le panorama. Excellent. Trop bien. Ça commence fort. Je pense que ça donne déjà le thème. On va parler aventure. Moi, j'ai trop hâte de cet échange. Quand on l'a planifié, je passais pas mal de temps à lire et relire votre petit récap écrit que vous m'avez envoyé. On va partir en expédition du côté du Groenland. Avec un récit juste complètement ouf, une expé que vous vous êtes monté vous-même et je pense que c'est une partie qui va, moi, en tout cas, vraiment m'intéresser. Comment est-ce que vous avez, avec les moyens du bord, comment est-ce que vous avez réussi à organiser tout ça ? Mais peut-être avant qu'on rentre dans le détail, ce que je vous invite à faire, c'est vous présenter tour à tour. On peut peut-être commencer par, je sais pas, allez, Tom, t'es à gauche de l'écran, t'es le premier, donc vas-y. C'est parti. Et comme tu l'as déjà très bien introduit, Tom, j'habite maintenant à Grenoble depuis 1 an après avoir pas mal vadrouillé à l'étranger. Je travaillais avant dans le secteur corporatif et un jour je me suis rendu compte que la vie m'appelait autre part. Et à ce moment-là, j'ai commencé à penser un peu différemment et je me suis lancé dans le coaching et avec pour but d'allier vraiment le coaching à la pratique de la montagne, de la voile, globalement une certaine reconnexion à la nature pour faciliter le développement personnel de certaines personnes et le mien inclus. Et cette expédition en fait aussi grandement partie du côté plaisir. Génial. Top. Merci Tom. Nicolas ? Oui, moi je m'appelle Nicolas, depuis 2-3 ans. Ma vie a commencé à tourner un petit peu plus autour de la mer et de plus en plus depuis 2020 qu'il y a eu les premiers confinements et que j'étais parti voyager en bateau. Ça m'a inspiré à chaque voyage à vouloir aller un petit peu plus loin et notamment plus vers le nord. C'est aussi c'est aussi comme ça qu'est née l'idée de l'expédition de cette année. Et en dehors des navigations, sinon je suis basé en France et je travaille comme en freelance. Je fais de l'intelligence économique, plutôt à Paris ou sur d'autres villes en métropole. Ok. Intelligence économique, ça consiste en quoi plus spécifiquement ? Des études pour des sociétés, donc récemment j'ai plutôt fait ça sous l'angle de la prospective, qui consiste à réfléchir un petit peu à ce que pourrait être le futur, à quels pourraient être les scénarios dans lesquels une entreprise ou n'importe quelle organisation ou personne se trouverait dans 5-10 ans, donc à moyen terme. D'accord. Intéressant. Excellent. Et alors, tous les deux, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ?
Et ben, au final, ouais, ça fait un petit peu 1 an et demi que ma vie a commencé à tourner aussi, et je me suis vite intéressé en fait à des expéditions, à des gens qui partent vraiment à la rencontre de nulle part, on va dire. Et ça a démarré, en fait, je faisais un woofing dans une ferme de chiens de traîneau qui était tenue par deux anciens athlètes de course d'aventure. Et voilà, dans leur ferme, c'était vraiment cet esprit-là et ça m'a super inspiré à commencer. Et en rentrant en France, bah, j'ai vraiment juste cherché, je pense, sur Google, expédition, mer, montagne, Grand Nord. Et en fait, je suis tombé sur l'expé de Nico l'année dernière au Svalbard. On a discuté, il est venu skier dans les Alpes, on a sympathisé et voilà. Ah, génial. Donc tu lui as juste envoyé un message, il t'a répondu et c'est là que tout a commencé. Ça ressemble à ça. Ouais, comme quoi, faut oser contacter les gens. Mm. Génial. Donc, alors là, je ne sais pas si on commence par le Svalbard de Nico, par votre expé ensemble. Non, on va peut-être commencer par l'expé ensemble. Donc, une fois que la rencontre a été initiée, enfin que les échanges ont été lancés, à quel moment est-ce que cette expé a commencé à prendre forme dans vos esprits? Bah, au milieu du printemps, j'ai appelé Tom et je lui ai demandé ce qu'il avait prévu de faire cet été. Parce que j'avais ma petite idée en tête. En fait, l'origine de ce projet, c'était pour moi l'année dernière au Svalbard, en ayant navigué sur des côtes montagneuses, en ayant essayé de les explorer en mêlant justement déjà voile et montagne. J'avais été frustré d'une certaine manière par le fait d'être dépendant du bateau et que le bateau soit par certains aspects une contrainte. Il offrait énormément de liberté, il ouvrait énormément de possibilités parce que c'était le seul moyen d'accès à des endroits sauvages. Et puis de pouvoir se déplacer le long de la côte, d'y accéder, d'y parvenir. Mais le bateau était aussi toujours un petit peu en insécurité à cause de la météo, à cause des glaces aussi beaucoup. Donc on ne pouvait pas partir pendant 4-5 jours en montagne, l'esprit complètement libre. Et j'avais commencé à réfléchir à une manière de surmonter ça. Et la piste que j'imaginais, c'était de faire le choix de la légèreté, donc d'avoir un bateau le plus léger possible pour pouvoir le mettre en sécurité plus facilement et être totalement libre une fois qu'on est à terre et une fois qu'on est en montagne. Parce que au Svalbard, comment est-ce que tu faisais en fait? Tu peux pas. Est-ce qu'il y a suffisamment. Enfin, est-ce qu'il y a des fonds qui te permettent de mouiller ou est-ce que tu es obligé d'arrimer le bateau au glacier ou... Non, justement, au Svalbard, on avait un bateau, un voilier habitable assez classique qu'on mettait à l'ancre. D'accord. Donc on trouvait des mouillages un petit peu protégés et on laissait le bateau à l'ancre. Mais quand il était à l'ancre, évidemment, il n'était pas à 100% en sécurité. Donc on pouvait partir à la journée, on partait 2 jours, parfois on est parti un peu plus longtemps lorsqu'on était vraiment certain que le mouillage était très protégé. Mais c'était quand même une prise de risque, on pouvait pas du tout se permettre de perdre le bateau. Ouais. Donc ça nous restreignait dans ce qu'on voulait faire à terre. Ok. D'accord, ouais. Donc c'est cette partie à la fois, le bateau a été un super moyen pour toi de découvrir, enfin de t'évader, un vecteur de liberté, mais d'un autre côté, c'était un peu un boulet parce que tu pouvais pas vraiment faire ce que tu avais envie de faire à terre, c'est ça? Voilà, une fois qu'on était à terre, le bateau devenait une contrainte. Ouais. Donc D'accord. je me suis dit qu'il fallait essayer de trouver un moyen de conserver tous les avantages qu'apportait le voilier. Le fait de pouvoir parcourir des centaines de milles pour accéder à un endroit sauvage, le fait de pouvoir emmener un petit peu de matériel, le fait d'avoir de l'autonomie, et puis en éliminant ce qui en faisait une contrainte, donc le fait notamment qu'il soit en danger lorsqu'on le mettait au mouillage. Ok. Et Donc l'idée que tu as eue... Pardon, vas-y. voilà, c'est ça, l'idée que j'ai eue, c'est d'utiliser un bateau très léger, assez rapide quand même, donc un catamaran de sport en l'adaptant. Et comme j'avais fait du ski avec Tom cet hiver, que je savais que lui, il avait envie de monter des expés comme ça, c'est assez naturellement. Et puis qu'il savait naviguer aussi, Ok. qu'il avait déjà fait de la voile légère et qui faisait de la montagne à Grenoble, qui s'était pas mal entraîné l'hiver dernier. C'était assez logique de lui proposer ça. Parce que donc, toi, alors pour replacer un peu vos backgrounds, toi, Tom, tu es plutôt le. Donc, votre aventure, comme vous l'avez dit, hein, c'est mer et montagne. Toi, Tom, t'apportes plutôt la partie montagne, mais tu as quand même fait de la voile. Toi, Nicolas, t'apportes plutôt la partie mer, mais est-ce que tu avais fait de la montagne aussi? J'avais fait de la montagne. Oui, j'ai toujours fait beaucoup de randonnées. Ok.
Donc pas mal de randonnées en montagne. Après du vrai alpinisme, pas trop, non. D'accord. Un petit peu du coup au Svalbard l'année dernière. J'étais avec un coéquipier qui lui, voilà, s'y connaissait mieux et donc qui avait le lead un petit peu sur cette partie montagne, donc tout ce qui est la sécurité sur les glaciers, etc. D'accord. Donc, Euh, toi, mais Tom, par contre, sur cette partie, tu as l'expérience. C'est ça, bah, ça doit faire ça fait quelques années que j'avais commencé par l'escalade en fait. J'avais D'accord. commencé, comme la majorité des gens qui commencent l'escalade de nos jours, à l'inverse des années 70, dans une salle d'escalade. Et graduellement, bah, je suis passé du tout petit, du bloc, jusqu'à après de la voie en escalade et en extérieur et de la grande voie, et après de l'alpinisme, etc. Donc crescendo, ça y allait, crescendo, mais assez vite quand même. Et, euh, et ça a permis ouais, qu'on se sente à l'aise tous les deux au final d'aller sur un terrain assez non aseptisé comme ça, quoi. Ok. C'est incroyable votre récit parce que finalement, vous connaissiez assez peu. mhm. Et au moment où vous avez décidé de partir, enfin l'environnement dans lequel vous vous êtes placé avec cette expédition, c'était quand même pas la montagne derrière le village, quoi. Vous êtes parti, enfin côte est du Groenland. Il me semble que vous, dans votre récit, vous expliquez que quand vous posez pied à terre, vous êtes en fait à 200 bornes du premier village. Mm. C'est ça, oui. Ouais. Et Nicolas, tu nous disais que vous êtes monté, enfin vous avez fait tout ça avec un catamaran de sport. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Moi, ça m'aurait pas parlé, je pense, avant de voir les photos. Mais quand je vois la tronche enfin, est-ce qu'on appelle ça un bateau ou est-ce que c'est une embarque? Enfin, je sais Quand pas. même, C'est s'il vous plaît, Ouais, monsieur, ouais, un petit peu de respect pour notre bateau. ouais, Loïc. Attends, il y a quand même, en gros, c'est quoi? C'est deux flotteurs. Ouais, c'est un kata de sport. Donc, il y a deux flotteurs, un filet tendu au milieu et un mât qui fait combien? 6 mètres? Non, le mât fait 9 mètres. 9 mètres? 10 Ouais. mètres, ouais. Non, mais c'est quand même hallucinant de voir ce sur quoi vous êtes parti. Enfin, il y a zéro protection. Vous seriez pris un orage, vous étiez complètement exposé. Vous, vos affaires, tout. On s'est pris des petits orages. Plutôt en Islande, en remontant le long des côtes islandaises, le long des côtes groenlandaises, on a eu plus de chance. Il a fait assez beau. Mais oui, on avait fait le choix de la légèreté et on l'a joué à fond. Impressionnant. Je sais pas s'il pouvait vraiment y avoir de compromis. Enfin, le compromis était difficile à trouver parce que forcément, un bateau plus abrité, ça veut dire plus lourd, ça veut dire qu'on retombe dans les contraintes d'un bateau habitable. Ouais. Ce qui est important de préciser peut-être pour les personnes un peu moins familières avec les différents types de bateaux comme ça, c'est qu'un catamaran de sport, on peut le hisser directement sur la plage, à vide, sans les affaires, il pèse 180 kg. Donc en s'arrangeant un petit peu avec certains, avec des palans, avec des mouflages ou quoi, on peut le tirer, notamment aussi parce qu'il n'a pas de quille. Un bateau habitable va avoir une quille qui permet de le stabiliser sur l'eau. Le catamaran, il y a juste les flotteurs. Donc à Ouais. vide, il y a peut-être 20 cm qui est sous l'eau. Donc on le tire sur la plage et hop, le problème est réglé. Donc c'est sûr que d'aller dans l'extrême, dans cette solution-là, ça permet de faire des choses ouais, qui résolvent la contrainte quand on est à terre, quoi. Ouais. Ouais. La légèreté, j'imagine que vous avez aussi dû. Enfin, que ça a aussi été un critère par rapport à tout le matos que vous emmeniez, etc. Mm. Parce qu'un kata qui fait 180 kilos, la charge utile, je vois, c'est 120 kilos. Mm. Donc, est-ce que vous avez dû faire, comment ça s'est passé du coup sur la partie logistique concrètement? Ça a été quoi l'impact de partir avec un bateau aussi léger? Bah, c'était vraiment qu'on se posait la question pour chaque tout petit item qu'on emmenait, est-ce que c'est vraiment nécessaire de l'amener? Donc au final, je pense qu'on a essayé de faire le maximum de concessions sans en faire là où c'était vraiment important. Donc pour tout ce qui était matos de sécurité, matos critique, on se posait vraiment pas la question du poids. Après, voilà, il n'y avait pas de superflu, on avait très peu de redondance au niveau du matériel non critique, même si au final, dans ce genre d'environnement, on s'est rendu compte que bah, même du matériel non critique peut devenir critique. Genre, on se dit par exemple une botte, ça paraît pas critique une botte, alors qu'au final, bah, tu perds ta botte quand tu es en mer, mais ça devient assez critique au final. Donc bref, on avait assez peu de redondance, on a été pour le matos le plus léger possible, mais à la fois d'essayer de viser la multifonctionnalité, même si ça a été aussi plus dur que prévu de trouver du matos qui fasse mer et montagne. Ça a été, à part les sous-couches d'habits, ça a été vraiment dur. Mais voilà, essayer de chercher du matos qui puisse servir le plus possible au plus d'usages différents, on va dire. Ouais. Ah là là.
Impressionnant. Et donc, d'un point de vue, alors peut-être avant, parce que j'allais vous poser des questions sur la logistique, comment est-ce que vous avez acheminé le matos, etc. Mais avant ça, peut-être, euh, pour en revenir à ce que tu disais, à ce qu'on disait un peu plus tôt sur comment est-ce que l'idée de l'expédition est née. Donc, toi, Nicolas, tu avais déjà une idée un peu en tête de ce que tu voulais faire par rapport à cette contrainte dont tu avais fait l'expérience au Svalbard. Vous aviez passé l'hiver à skier ensemble, donc il y avait visiblement eu un bon fit et vous aviez des expériences complémentaires sur ce que vous pouviez amener sur l'expé. Mais comment est-ce que du coup la suite, comment est-ce que concrètement vous avez mis tout ça en place? Est-ce que toi, Nicolas, tu avais déjà des impératifs côté date? Est-ce que tu avais déjà le bateau? Comment est-ce que tout ça s'est construit et a pris forme? Non, j'avais une ébauche de projet. Euh, Quand j'ai proposé le truc à Tom, il y avait la destination, il y avait la manière d'y aller, mais pas le bateau. Ok. Et voilà. Et on a commencé voilà, à définir ensemble un petit peu mieux le projet, à étudier aussi chacun de notre côté le terrain, à réunir les informations qu'on pouvait trouver sur cette zone, sur ces montagnes, sur cette côte, sur les conditions météo, sur ce qu'il fallait faire aussi au niveau administratif, les permis, les assurances, Ah oui. Ah oui. comment on pouvait envoyer un bateau en Islande, et puisqu'on a navigué de l'Islande au Groenland, mais on a envoyé le bateau démonté en Islande. Donc plein de choses voilà logistiques et de planification, de préparation sur lesquelles on a commencé à bien plancher à partir du mois de d'avril, je crois. Avril-mai. Un peu après, peut-être. J'ai plus qu'un Dans, exact. dans la partie très concrète, en gros, Nico m'a appelé le 8 mai en me disant Ah oui, Salut Tom, j'ai une idée, blablabla. Et, je dis Ok, ça se représenterait pour quand ce projet-là? Il fait Oh, faut qu'on soit au Groenland au mois d'août. pour les dates, Énorme. nous allons les décider, puisque la fenêtre durant laquelle on peut aller au Groenland est très très courte. Jusqu'au mois de juillet, là, il y avait beaucoup de glace, c'est-à-dire de la banquise ou de la banquise dérivante le long des côtes qui empêche l'accès à la côte est du Groenland. Encore à la fin du mois de juillet, il y a certains bateaux plus au sud qui avaient dû faire demi-tour, qui n'arrivaient pas à passer. Donc on peut pas y aller avant en fait la fin du mois de juillet. Et à partir du mois de septembre, la météo devient de plus en plus difficile, les nuits rallongent beaucoup. Nous en août, on avait encore des nuits très courtes et pas très sombres. Mais à partir de maintenant, enfin même du début du mois de septembre, il fait plus froid, les nuits sont plus longues, les dépressions se succèdent aussi un petit peu plus rapidement au sud de l'Islande et on en ressent les effets. Donc le temps devient beaucoup moins bon et le risque pour nous c'était de pas réussir à rentrer en Islande. Et on n'avait pas le choix. Il fallait absolument qu'on rentre. C'était quelque chose une chose avec laquelle on pouvait pas transiger du tout. Donc on avait une fenêtre en fait d'un mois durant laquelle on pouvait aller et revenir du Groenland. C'était le mois d'août. Donc on n'a pas vraiment décidé des dates. Fallait être prêt pour y aller au mois d'août. Tom, qu'est-ce qui t'est passé par la tête quand il t'a dit le 8 mai qu'en août il fallait être au Groenland? Ouais, je sais plus, c'est dur de se replacer dans ce contexte-là, mais il me semblait que c'était un petit peu. J'étais très incrédule, je me disais Ça a l'air ouf, mais comment? Et après, je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas en soi, il a l'air confiant dans son truc, ça a l'air faisable. Ça avait l'air de marcher théoriquement, ça marchait. Donc je me suis dit, vas-y, on y va et on va voir ce qui se passe, quoi. Et donc, une fois que la décision a été prise d'y aller, comment est-ce que vous êtes organisé? Parce qu'on n'en a pas. Enfin, vous êtes présentés tous les deux. Vous n'êtes pas des aventuriers pros dans le sens où vous ne faites pas que ça à temps plein avec des sponsors derrière vous, etc. Donc, je suppose qu'il y a eu des contraintes aussi côté taf, côté même si vous êtes en freelance, Mm. euh, et puis des contraintes aussi budgétaires. Donc, comment est-ce que vous avez structuré l'expé dans les premières étapes? La première étape, vraiment, ça a été de débroussailler le terrain. Donc Nico vraiment avait une ébauche, comme il disait, bah, la destination, comment on y va, etc. Mais il y a énormément de questions dont on n'avait absolument aucune idée. Donc là, on a essayé de parler le plus possible à des gens qui ont été, des gens qui sont familiers avec le coin, qui sont familiers avec ce type d'embarcation, et qui ont fait potentiellement des traversées océaniques avec des bateaux, pas forcément de cette taille-là, mais un tout petit peu plus grands et qui sont aussi non habitables. Des gens qui ont été grimpés sur place.
tout ça pour voilà, essayer d'accumuler un peu de l'information et utiliser la connaissance des autres. Après, on a évidemment essayé de trouver des sources de financement. Ce qui nous a permis de structurer le projet un peu plus aussi. Au final, c'est comme de faire un business plan pour son entreprise. Ça aide à comprendre les tenants et les aboutissants. On a début juin, était un des lauréats du MIA Expedition Project, donc qui est une bourse d'expé. Globalement, ça, en termes concrets, ça nous a aidé à peut-être 20% en termes matériels et financiers. C'était des partenaires à 20% de tout ce que ça a pris au total. Mais ça a été quand même un gros coup de boost. Au final, on s'est dit, bah, le projet, voilà, là c'est réel maintenant, quoi. On y va et on donne absolument tout. Donc après, Nico travaillait aussi dans à temps partiel dans un chantier naval au final, ce qui nous a aidé à avoir d'autres contacts, du matériel, etc. Et moi, j'ai pas mal pris un bon temps off sur mon travail. J'ai continué à suivre les clients que j'avais, mais j'ai pas cherché plus d'œuvres que ça, on va dire. Donc ça a permis de libérer pas mal de temps pour bosser là-dessus. Top. Le MIA Expedition Project, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? En quoi ça consiste exactement? Ouais, bah c'est une bourse d'expé au final, donc c'est 3 lauréats par an qui sont soutenus par MIA et d'autres marques, dont Katadyn, qui comprend Nemo, Optimus. Il y a aussi Sunto, la marque finlandaise. Et après des marques comme Montagne Mag, Air Coop, le groupe militaire de haute montagne, et qui donnent donc un soutien financier, matériel et en connaissances, par exemple avec le GMHM, le groupe militaire de haute montagne, qui sont déjà allés dans le coin là-bas. Ils nous ont fait un peu des récits d'expérience, ils nous ont donné des choses auxquelles penser, auxquelles prévoir au final. Génial. Ah, super. J'avais regardé il y a quelques années, je ne sais même plus pour quel projet j'avais, quel projet j'avais à ce moment-là, mais j'étais allé regarder et je trouve que c'est juste génial. Je ne sais pas si c'est la seule bourse d'expé en France, mais c'est peut-être une des plus connues et une des mieux dotées, il me semble. Et ben, il y en a pas mal de ce style-là au final. Je sais pas exactement, mais je pense qu'il doit en avoir. Nicolas, tu me dis si tu me trompes, mais peut-être 5, quelque chose du style, qui ont un peu des angles différents. Et il y a d'autres bourses d'aventure, oui. Ok. Mais vous êtes allé hyper vite du coup, parce que si tout ça s'est décidé en mai, qu'en juin vous aviez déjà le retour de Millet, c'est que c'est bien tombé par rapport à leur fenêtre, à leur date de clôture d'envoi des dossiers, ou ils valident des projets potentiellement toute l'année? Non, ça s'est bien conjugué. L'appel à projet était exactement au bon moment pour nous. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a confirmé l'expé, tout est allé très vite. On a travaillé très dur chacun de notre côté pour toute cette partie justement de planification, de mise en forme du projet, aussi parce que comme disait Tom, le fait de le pitcher, de le présenter à des partenaires potentiels, bah nous ça nous oblige à définir aussi entre nous exactement ce qu'on va faire, pourquoi on va le faire, nos motivations. Des discussions, je sais pas, qu'on n'aurait peut-être pas forcément eu spontanément et qui participent à l'élaboration et à la définition du projet. Et puis en juin, on a acheté le bateau, on a acheté un catamaran de sport d'occasion avec l'objectif de passer quelques semaines à le préparer, à l'adapter. J'avais beaucoup discuté avec à peu près tous les gens, ils sont pas très nombreux, qui avaient fait des choses un petit peu similaires, donc soit qui avaient navigué un peu au long cours sur des tout petits bateaux comme ça, soit qui connaissaient mieux que nous ces régions-là et cette zone de navigation. Et donc, pour certains points, j'avais une idée assez précise de ce qu'il fallait qu'on fasse comme travaux, comme adaptation sur le bateau. Sur d'autres points, pas du tout. Et là, on a complètement essayé d'inventer ce qui pouvait répondre, ce qu'il pouvait y avoir comme solution. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu comme modification du bateau pour vous permettre de faire ces 200 miles? C'est ça, 200 miles entre l'Islande et la côte Est? Bah, d'une part, il fallait le renforcer, il fallait faire en sorte qu'il soit capable d'effectuer une navigation hauturière, une navigation au large. On a parcouru 200 000 nautiques à peu près entre l'Islande et le Groenland. Avec 200 000. Les miles, c'est terrestre, hein, c'est ça? Non, c'est 1000 terrestres ou 1000 nautiques. Ok, ouais, c'est ça. Même. Mais pour info, pardon, excuse-moi Nicolas, mais juste pour petite parenthèse, donc 200 000 nautiques, si je me trompe pas, je confonds toujours les deux. Je crois qu'un 1000 terrestre, c'est 1609 mètres, et un 1000 marin, c'est 1800 quelque chose. Hein. 1852, si on veut être précis. 52, ah voilà, oh là là, précis. Ok.
Ok, donc au final, quasiment 400 km en fait entre l'Islande et votre destination. Ouais, un petit peu moins, 360. Ok, ok. Donc voilà, faire en sorte que le bateau soit capable de traverser. C'est pas du tout des bateaux qui sont faits comme ça. En général, ils naviguent plutôt à quelques milles de la plage, voire quelques centaines de mètres. Faire en sorte qu'ils soient capables d'emmener notre matériel. On avait une grosse centaine ou 130 kilos de matériel à peu près, avec incluant notre nourriture, notre eau, notre matériel d'alpinisme aussi, et de bivouac. Et puis tout pour réparer le bateau, pour nous soigner si on avait besoin. Et enfin, faire en sorte que le bateau puisse être hissé, comme le décrivait Tom tout à l'heure, sur les plages, et puisse rester là pendant que nous, on était en montagne. Donc, ce qu'on a fait comme modification, ça a consisté d'une part à un gros check de toutes les pièces du bateau, tous les rivets, tous les boulons, toutes les parties matérielles, on les a vérifiées. Reprendre tous les éléments, les points de fragilité qu'on identifiait sur des jonctions, sur la coque par exemple. Et puis ajouter des équipements. Il y avait déjà sur le bateau des ailes, c'est-à-dire des bancs sur le côté qui nous permettent d'être assis et de barrer un petit peu plus à l'abri qu'en étant sur le trampoline. Mais on a par exemple amélioré on a insubmersibilisé les flotteurs, c'est-à-dire qu'on a mis de la mousse à l'intérieur pour être sûr que le bateau soit incoulable. Ok. On a ajouté des bandes en caoutchouc sous les flotteurs pour le protéger des rochers ou des glaçons. Ah oui. On a ajouté un dispositif de flottaison en tête de mât pour empêcher un retournement du bateau en cas de chavirage. On a revu toute l'étanchéité de toutes les trappes, de toutes les ouvertures qu'il pouvait y avoir sur les flotteurs. On a ajouté une ligne de vie, on a ajouté un trampoline avant, plein de petites choses comme ça pour adapter le bateau en fait à ce programme. D'accord. Et ça nous a pris en gros 2 grosses semaines de chantier, plus un certain nombre de soirs. Et ça vous aviez les connaissances pour le faire vous-même ou vous avez été aidé? En partie, on a été conseillé. On a demandé conseil à énormément de gens. Et je pense les personnes les plus compétentes pour nous conseiller sur ces points. Donc je pense qu'on a été bien conseillés, mais c'est pas des éléments sur lesquels les gens peuvent avoir une science exacte. Ouais. Préparer un bateau pour quelque chose comme ça, c'est pas quelque chose de commun et c'est pas non plus quelque chose qui avait été déjà fait, notamment en mêlant les deux côtés voile et montagne. Donc les gens nous donnaient leur avis, qui étaient, je pense, des avis très très pertinents, mais sans aucune assurance que ce soit la bonne solution. Ouais. Donc c'était des inspirations plus que des vraies solutions la plupart du temps. Ok. Et sinon, moi, je m'y connaissais un petit peu en tout ce qui est maintenance nautique. J'avais déjà utilisé des matériaux composites ou des choses comme ça, à force de naviguer et de travailler un petit peu sur les bateaux. Mais voilà, on a aussi beaucoup appris en faisant. Sur le tas. Exactement. Et pour la partie montagne, Tom, la préparation, elle a ressemblé à quoi de ton côté? Au final, la préparation, autant voile que montagne, on l'a faite assez conjointement. Et c'est sûr que le gros du travail en termes d'heures a été mis dans la préparation du bateau. Après, la préparation annexe pour la montagne, au final, le matériel, que ce soit ici au Groenland ou quoi, on le connaît. Ça reste plus ou moins le même et il n'y a pas trop à inventer de nouveaux systèmes pour aller sur un glacier, hein. Au final, un glacier, c'est le même élément, c'est de l'eau qui est gelée. Et voilà, pareil pour du rocher. Donc la préparation, ça a été d'essayer de comprendre quel type d'itinéraire on aurait la possibilité de faire sur place. Est-ce qu'on allait être dans de la glace, est-ce qu'on allait être dans du rocher, de la neige, faire un peu des suppositions là-dessus parce qu'on ne savait pas exactement à quelle zone on allait arriver. C'est pas vraiment en se disant ok, on va arriver au 69-26 nord et là-bas il y a telle montagne. C'était plus on va arriver sur une côte à peu près à 200 km près de ce point d'arrivée. Qu'est-ce qu'on peut potentiellement trouver? Donc parler à des gens encore une fois et se préparer un peu à toutes les éventualités. Le côté annexe de la préparation montagne, ça a été toute la préparation bivouac, nourriture, hydratation, préparation de la pharmacie. Et nous former, nous, pour pouvoir agir en cas de pépin.
Donc, on a notamment fait une formation de secours en montagne avec une organisation des Bauges qui s'appelle Secourissime, qui nous ont fait une formation un petit peu adaptée au secours en montagne en milieu très isolé. Donc, ça diffère un petit peu du PSC1 qu'on pourrait avoir, où on assume qu'on a accès au secours dans les 30 minutes maximum, ou même 10 minutes si on est en ville. Donc, voilà, c'était un peu une ambiance différente, on va dire. C'est globalement ça. Ok. Génial. Punaise, ouais, donc ça fait, j'imagine, ça a dû faire des semaines hyper intenses côté préparation avant le départ. Trop bien. Moi, j'ai l'impression que ce que je retiens sur pour clôturer un peu cette partie prépa, c'est que, en fait, j'ai quand même l'impression que c'est possible de le faire avec les moyens du bord. Versus souvent j'ai l'impression qu'on a l'impression qu'il faut, enfin on a le sentiment qu'il faut avoir un matos incroyable, 2 ans de prépa, des balises GPS de tous les côtés, enfin vraiment une lourdeur hyper importante. Et en fait c'est un bon exemple parce que voilà, avec un kata de sport un peu enfin préparé spécifiquement et quelques semaines seulement de prépa, ce que je trouve ouf, c'est carrément faisable. Donc franchement, impressionnant sur la partie préparation. C'est comme pour tout, au final, du temps et du matos, ça peut toujours aider. Il y a toujours moyen de le faire en mode très route. Donc après, ça dépend de la motivation, quoi. C'est clair. Ouais, je pensais ça surtout, motivation. Génial. Si on rentre dans le détail de l'expé, donc une fois que vous prenez le départ, déjà, je serais curieux de savoir quel sentiment est-ce que vous avez, parce que même s'il n'y a pas eu des années de prépa, c'était quand même, enfin, c'est quand même un sacré projet. Donc, quand vous partez de Reykjavik, hein, c'est ça, tu pars de Reykjavik. Un tout petit peu à côté de Reykjavik, à Hafnarfjordur pour être exact, qui Ok. est dans la périphérie de Reykjavik et qui est la localité où est présent un club de voile qui nous avait hébergé le bateau pendant quelques jours avant qu'on parte, le temps qu'on le remonte, qu'on fasse quelques réparations dessus. Le voyage n'avait pas été de tout repos pour le bateau. Ok. Et qu'on soit prêt à partir. Au moment du départ, il y a eu plusieurs départs. Il y a le moment où on est parti justement d'Hafnarfjordur pour cette première navigation. Et puis, un peu plus tard, le moment où on est parti d'Isafjordur, où on a vraiment quitté l'Islande. Et je pense que ça a été les 2 fois, il y a eu le sentiment de partir et de commencer quelque chose. En partant d'Hafnarfjordur, il y avait on se posait beaucoup de questions sur le bateau. Parce qu'on l'avait préparé, démonté, remonté, mais on avait très peu navigué avec. Et on n'avait pas fait de vraie navigation, faute de vent en fait, à la fin, et de temps aussi, avec le bateau une fois les modifications effectuées. Donc on savait pas exactement comment ça allait se passer, si on naviguait longtemps avec, si on rencontrait des mauvaises conditions, du gros temps. Il y avait beaucoup de points qui restaient des hypothèses. Et donc ce départ, c'était aussi le moment où on allait enfin pouvoir tester tout ça et voir si tout le travail qu'on avait fait avait été bon ou pas. Si les idées qu'on avait eues étaient bonnes et pertinentes ou pas du tout. On partait pour Voilà. navigation, le vent était contre nous, mais voilà, il fallait qu'on parte de toute manière et on avait envie de partir. Et cette première navigation jusqu'au nord-ouest de l'Islande a duré 3 jours et elle nous a apporté exactement ce qu'on attendait d'elle puisqu'on a rencontré un peu toutes les conditions. On a eu du vent de face, du vent portant, du vent très faible, de la grosse pétole, mais aussi des conditions plus musclées avec 20-25 nœuds de vent bien établis. Et une mer un petit peu mouvementée en passant des caps où le vent s'oppose au courant. Donc on a pu voir comment se comportait le Qatar, on a pu voir ce qui allait pas, par exemple la façon dont on fixait sur le matériel sur le bateau convenait pas, on risquait de perdre par exemple des bidons. Mais de manière générale, ça nous a aussi beaucoup rassuré sur le comportement du bateau. On a vu qu'il se comportait bien, que chargé, il était moins rapide que ce qu'on espérait. On ne faisait pas les moyennes auxquelles on s'attendait, mais en revanche, il était toujours assez sécurisant sur l'eau. Donc ça, c'était très satisfaisant pour cette première navigation. Et puis, oui. Pardon Nicolas. En parlant de sécurisant, vous étiez dans des combis étanches ou pas forcément? Parce que tu parlais tout à l'heure de ce que vous avez fait au niveau du mât par rapport si jamais vous chaviriez.
Mm. Mais, ouais, comment est-ce que vous étiez équipé, vous, du coup? Nous, on était en combi sèche. Ok. Donc, une combi sèche, c'est une combinaison qui est pas, contrairement aux combinaisons néoprène, comme celle qu'on utilise par exemple pour faire du surf ou de la plongée en général. La combi sèche va avoir des manchons en néoprène ou en d'autres matières au niveau des poignets, du cou et des pieds. Ce qui va empêcher l'eau de rentrer et on va rester complètement sec à l'intérieur. Donc à l'intérieur, on porte des habits normaux. On avait des sous-couches, des pulls en laine, des combinaisons, chacun une grosse combinaison thermique, c'est-à-dire une combinaison qui apporte de la chaleur, et par-dessus la combinaison sèche qu'on gardait en permanence, sauf lorsqu'il y avait vraiment pas de vent et qu'on pagayait, que la mer était totalement plate. À ces moments-là, on avait rapidement chaud, donc on ouvrait nos combis, mais on les enlevait jamais complètement. Je crois qu'on les a jamais enlevés complètement. Mm. Et avec ça, on était notre corps était vraiment bien protégé. On avait des grosses bottes aux pieds et le point toujours un petit peu délicat au niveau de la protection du corps, c'est forcément les mains. Parce que nos mains, on en a besoin, donc on peut pas tout simplement mettre des grosses moufles étanches. Si ça existait, je sais pas si ça existe, mais dans tous les cas, ce serait pas opérationnel pour nous. Donc pour les mains, on essayait plein de choses différentes. Il n'y a rien eu de vraiment satisfaisant, mais voilà, entre le néoprène, la laine, le caoutchouc, les gants de ski, on faisait des petits mix selon les moments et les conditions. Génial. Et toi, Tom, c'était ta première navigation de ce type, première navigation aussi longue aussi? C'était définitivement ma première navigation de ce type et aussi longue. Donc, c'est-à-dire que indépendamment, j'avais fait des naves, mais beaucoup plus courtes et je pense où j'étais beaucoup moins engagé dedans, vu que Ouais. j'étais pas nécessairement la seule seconde personne sur le bateau et définitivement jamais sur un kata aussi exposé. Donc, c'est sûr que c'était assez marrant parce qu'on s'est dit, au départ d'Afnia Fordour, on s'était dit, bon, ben, on va faire la navigation en 2 fois. Donc, moi, mentalement, je m'étais préparé voilà, à faire une navigation longue, mais pas trop longue. Et donc, on passe une première nuit dehors. On s'est rendu compte au final du nombre de couches et d'épaisseurs qu'il fallait qu'on emmène aussi sur le bateau. Et à terre, on avait tellement chaud que c'était impossible d'imaginer mettre plus d'épaisseur que ça. Et au final, la nuit, je me rappelle ne jamais avoir eu aussi froid de toute ma vie. Et là, je me Ah suis dit, ouais. ouais, comment est-ce qu'on va faire alors qu'il faisait 10 degrés, l'eau était à 10 degrés, quoi. Là, mais je me suis dit, mais c'est fini, on va y passer, quoi, ça va pas marcher. Et au final, bon, on prend le rythme et tout, on passe la deuxième nuit dehors parce qu'on tombe dans une zone de pétole, donc une zone où il n'y a absolument pas de vent. On passe la deuxième nuit dehors, on rajoute évidemment quelques couches, hein, on n'est pas bête, on se rend compte qu'on a froid. Au moment où il n'y a pas de vent, on enlève la combi sèche, on rajoute des pulls, etc. Deuxième nuit dehors, et après, bon, la troisième jour, on se rend compte qu'on va encore passer une troisième nuit un peu plus longue que prévu, parce qu'on a décidé de continuer jusqu'à Isafjordur vu que les conditions étaient bonnes. Donc pas d'arrêt sur la route. Euh, et voilà, après 68 heures, arrive à Isafjordur. Donc, comme disait Nico, c'était une super bonne nave de test pour le bateau, pour tout ce qu'on avait pensé, mais aussi pour nous, juste voir, se rendre compte, c'était à peu près 200 000 cette navigation, 180 je crois. Donc exactement la distance qu'on ferait potentiellement vers le Groenland. Donc ça a été vraiment top pour nous tester nous aussi au final. Pour les nuits, vous faisiez comment? Vous mouilliez? Enfin, non, j'imagine que vous n'aviez pas d'encre, mais vous arrêtiez ou vous On- arrêtiez? Je vais y arriver. Non, pas du tout. La nuit, il n'y a aucune distinction en fait entre la nuit et le jour. Tout continue pareil. À part qu'il fait plus On froid. se relayait, à la barre. Et voilà, la seule différence, c'est qu'on allumait nos lampes frontales pour voir le compas. Le Ok. compas, c'est-à-dire la boussole qui nous donne notre direction. Et puis on se reposait chacun notre tour sur le trampoline. Donc tout simplement en se couchant, on se roulait un petit peu en boule en position fétale et on faisait des siestes. Ok, Ça ouais, marchait, non. ça marchait à peu près. En général, au bout d'une grosse demi-heure, on se réveillait à cause du froid, mais on arrivait quand même à se reposer comme ça. Ok. Ouais, donc les 3 premiers jours, c'était pas non plus. Enfin, c'était déjà complètement engagé. Vous n'aviez pas un abri au chaud le soir à terre, vous n'étiez pas à l'arrêt quelque part. Il fallait déjà gérer le sommeil, enfin le manque de sommeil du coup potentiellement sur Oui, les oui, oui, premiers on a jours. eu tout, voilà, tout s'est présenté en même temps et c'est pour ça que ça a été une super nave de test parce que il manquait pas, on n'a pas isolé un par un et testé à part le bateau, nous, on n'est pas allé très Ouais, progressivement et je pense que c'est une bonne chose de se mettre directement dans le bain. à fond dedans.
Donc, quand vous prenez le départ, alors moi, là, c'est plus une question pour Tom. Quand vous êtes parti donc pour la deuxième fois, la première fois de Reykjavik jusqu'à, alors je suis désolé pour la prononciation, Ísafjörður, c'est ça? Ouais, exactement. Ok, donc il y a la pointe nord-ouest, pour celles et ceux qui n'ont pas de carte de l'Islande sous les yeux. C'est l'extrémité nord-ouest de l'Islande, donc le plus proche du Groenland, visiblement. Donc pour ce deuxième départ, où là pour le coup les 200 000 ils étaient en haute mer et plus le long de la côte. Comment est-ce que Tom, tu t'es senti toi? Parce que encore une fois, vous connaissiez relativement peu. Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit, ok, là c'est chaud, c'est sérieux, il faut que j'ai 100% confiance en Nicolas, ses capacités de nav, etc. Ou est-ce qu'au final, tu vois, avec l'adrénaline de l'aventure, tu étais juste content de découvrir un truc complètement nouveau? Je n'étais absolument pas juste content de découvrir quelque chose de nouveau. Ça, c'est la première partie de la réponse. J'étais évidemment extrêmement content de découvrir quelque chose de nouveau, mais je n'étais pas juste ça. C'était pas pour fuir. On était en mer, tu pouvais plus quitter le bateau. Non, je pense que tout au long du processus, on se posait beaucoup de questions. Je me posais beaucoup de questions, justement pour instaurer ce doute constructif et prendre la bonne décision. Encore une fois, on allait être justement en haute mer dans un endroit où on sait que très fréquemment, même chaque semaine, chaque 2 semaines, il y a des tempêtes qui passent, il y a du 50 nœuds dans le fjord, dans le détroit, il y a des vagues de 8 à 10 mètres. Voilà, c'est un endroit où il ne faut pas se retrouver au même moment. Même les gros bateaux qui traversent vers le Groenland de l'Islande ne traversent pas n'importe quand. Tout le monde attend la bonne fenêtre météo. Donc nous encore plus. Euh, donc bien sûr, je me disais que dans tous les cas, il fallait que j'ai 100% confiance en Nico. Il fallait aussi que j'ai 100% confiance en moi-même d'avoir ce qu'il fallait pour le faire. Euh, on était bien au courant, je pense, de nos motivations et de nos go, no go avec Nico. On en avait discuté, notamment avant de partir, on avait fait un processus de prépa mentale avec Marie Morgan, une préparatrice mentale qui spécialise dans les expés comme ça lointaines de son cabinet qui s'appelle Flow Mental, qui on a vraiment, vraiment débroussaillé tout notre terrain intérieur, on va dire. Euh, et donc moi, en fait, jusqu'au dernier moment où j'avais dit à Nico, voilà, si tout le concret elle nous dit d'y aller, mais qu'à l'intérieur, j'ai pas la conviction profonde que je suis capable de donner mon 100% et qu'on est au bon endroit au bon moment, je n'irai pas, tu vois. Donc au final, on est parti un mercredi sur les coups de 20 heures et donc jusqu'en fait, même après être parti, on ne savait pas nécessairement si on allait traverser jusqu'au Groenland parce qu'on attendait la confirmation, enfin le nouveau bulletin météo en fait, les nouvelles cartes avec les nouveaux modèles qui nous confirmaient ou non la fenêtre qu'on était en train de prendre. Donc jusqu'au dernier moment, moi dans ma tête, j'étais très très rationnel, on va dire, pas du tout dans l'excitation de partir. Et voilà, par contre, quand on a dépassé, on était, je pense, à 5000 des côtes islandaises, on a reçu le bulletin météo. On a vu qu'on avait 6 jours de relativement beau temps devant nous pour traverser, donc qui était une fenêtre très très large et meilleure que ce qu'on aurait pu espérer. Et là, voilà, là on a dit ok, c'est parti, on y va. Et dans ma tête, ça s'est débloqué. Et donc ouais, beaucoup beaucoup rationnel pour essayer d'évaluer vraiment les risques et considérer tous les prépas qu'on avait fait pour y pallier, mais aussi beaucoup dans l'intuitif à dire bah, qu'est-ce que ça dit à l'intérieur, quoi, qu'est-ce que le corps dit par rapport à ça. Top que vous avez fait de la prépa mentale avant de partir. Par curiosité, qu'est-ce qu'il y a eu comme prise de conscience grâce à cet accompagnement avec Marie Morgan, c'est ça? Ouais. Et ben, je pense que si je démarre, et après Nico en aura très certainement des différentes que moi, mais pour moi, c'est ce qui a été super important, ça a été de vraiment comprendre, mais comprendre vraiment de manière profonde et détaillée les motivations de chacun. Déjà, poser sur papier, moi je me rappelle avec Marie Morgan, la première séance, on a parlé pendant 2 heures de juste pourquoi est-ce que je faisais ce projet-là, tu vois. Et sous plein d'angles différents, et ça, c'est d'une richesse absolument énorme de pouvoir mettre des mots dessus à ce point-là, et c'est un exercice qu'on ne prend jamais le temps de faire. Euh, et aussi de comprendre les motivations profondes de l'autre personne. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Est-ce que c'est juste aller au Groenland? Est-ce que c'est faire du bateau? Est-ce que c'est juste aller passer un beau moment? Ou est-ce que pour certaines personnes, ça pourrait être se mettre extrêmement dans le dur et se confronter aux pires situations possibles? Auquel cas, moi, ça aurait peut-être moins fonctionné. Donc je pense que c'est super sain et c'est même crucial au final de connaître les motivations comme ça de l'autre à ce point-là. Et je ne me reverrai pas en fait faire une expé sans faire ce travail-là. Ok, hyper intéressant.
Oui, bah, tu t'étonnais, Loïc, tout à l'heure, du fait qu'on se connaissait très peu en fait avec Tom avant de partir. Et bah, ça nous a aidé, la préparation, je pense, nous a aidé non pas à mieux nous connaître, parce que ça, il n'y a que en passant du temps ensemble que qu'on peut mieux se connaître, mais à identifier quels étaient les traits de caractère de chacun qui pouvaient potentiellement se révéler et s'exprimer dans les situations d'urgence, les situations de stress. Donc celles qu'on n'avait aucune chance, enfin qu'on rencontrait pas en fait à terre dans la préparation, parce que oui, on pouvait être un petit peu stressé, etc. Mais il n'y avait jamais d'urgence, il n'y avait jamais de danger vital pour nous. Donc des situations qu'on pourrait potentiellement rencontrer qu'en expé. Et bah, de comprendre un petit peu comment l'autre fonctionnait, quels étaient ses traits de caractère ou ses manières de réfléchir qui pouvaient le mieux s'exprimer dans ce genre de situation. Voir aussi qu'on avait spontanément pas tendance à réagir de la même manière. Et en être conscient, bah, en être conscient, ça a pu nous aider. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a aidé à relativiser un petit peu à certains moments la façon dont on ne se confrontait pas, mais dont chacun de nous deux réagissait ou voulait appréhender les situations qui se présentaient à nous. Ouais, c'est super intéressant. On avait voulu le faire. Je vous disais avant qu'on commence que j'ai fait un trail assez long cet été. Et on savait avant de partir que sur les 6-7 jours que ça allait durer, on allait très peu pouvoir dormir. C'était un ultra en équipe. Donc on devait partir à 2 ou 3 et arriver à 2 ou 3. Et donc on avait eu un peu la même approche. On s'était dit, en fait, on se connaît relativement peu. Il faudrait qu'on ait chacun une sorte de guide de l'utilisateur des deux autres. Déjà, parce que je pense, comme vous le disiez là, ça facilite la prise de décision quand il y a peu de temps pour réfléchir à ce qu'il faut décider. Donc les urgences ou les accidents, malheureusement, potentiellement. Et puis 2, parce que c'est aussi, et je ne sais pas si vous l'avez vécu ça, mais nous, on a dormi moins de 6 heures en 7 jours. Et donc à un moment donné, du côté lucidité, bon, les gens sont plus vraiment au rendez-vous. Mais si tu as cette espèce de guide de l'utilisateur de l'autre et que tu sais comment il réagit quand il est en état de stress ou extrêmement fatigué, etc., bah, comme tu disais, Nicolas, ça peut te permettre de mieux comprendre ou de mieux, tout simplement, de mieux interagir dans des moments un peu difficiles. Donc, hyper intéressant de voir que c'est ce que vous avez fait. Complètement. Puis c'est vrai que le sommeil dont tu parlais là, en plus du stress ou du sentiment d'urgence, c'est quelque chose qui joue énormément sur la façon dont la personnalité de quelqu'un va s'exprimer. Ouais. Non, mais c'est sûr, 100%. 100%. Et peut-être vous, en 2 mots chacun, le pourquoi cette expédition, vous le résumeriez comment? Moi, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est l'euphorie. On est sur cette expé, c'était un peu pareil sur celle de l'année d'avant. À chaque fois, il y a eu quelques moments où je me suis senti euphorique. À chaque fois, ça a été le moment juste après le départ. Une fois qu'on se retrouve en mer et que voilà, on sait qu'on est parti. Et lorsqu'on arrive à l'endroit d'où on avait rêvé et que je me rends compte que je suis à cet endroit-là, que je réalise tous les efforts que j'ai fait pour y parvenir, notamment toute la préparation et puis après le trajet en lui-même. Donc, ce qui représente pas quelques journées d'approche, mais quelques semaines, quelques mois, si on inclut toute la préparation, tout le temps et l'énergie qu'on a investi là-dedans. Et en général, c'est les 2 moments où je me sens complètement euphorique et c'est un sentiment que je recherche en fait. Et ce qui me motivait énormément, qui cette année me motivait énormément à avoir envie de repartir en expédition. Et là, par exemple, je l'ai ressenti un petit peu lorsqu'on était Tom sur le rocher en haut duquel on est parvenu lors de notre deuxième sortie. Et je l'ai ressenti tout simplement en accostant sur l'île sur laquelle on a débarqué en premier au Groenland. Et puis en mer, juste après être parti d'Isafjordur, juste après être parti de l'Islande. Une fois qu'on était vraiment parti, que tout le stress, toute la pression de la préparation, des derniers préparatifs, des hésitations, à savoir si on allait partir ou pas, les bulletins météo qui changeaient en permanence, les conseils complètement contradictoires que tout le monde pouvait nous donner, nos propres doutes aussi.
les problèmes matériels de dernière minute, bah, tout ça a été évacué d'un seul coup. Parce que voilà, cette fois on était en mer, on allait dans la bonne direction. Et il restait plus que l'excitation de se dire qu'on partait en kata au Groenland. Énorme. Ok, donc ce sentiment d'euphorie, pour toi, c'est ce que tu allais chercher sur cette expé. Toi, Tom? Et ouais, c'est deux mots justement que j'avais identifiés pendant la prépa mentale qui étaient me sentir vivant en fait. Et je pense que ça revient à la capacité ou en fait à l'opportunité plus de mobiliser vraiment tout ce qu'il y a dans l'humain qui est absolument incroyable, qui va être la capacité physique, mentale, spirituelle, émotionnelle, relationnelle. Et au final, une expé, c'est vraiment ça, quoi. C'est un shot de toutes ces capacités-là qui s'expriment d'un coup. Et, et ouais, au final, moi, c'est vraiment ça qui me fait me sentir vivant et j'y allais clairement pour ça. Ouais. Trop bien. Trop bien. Oh là là, ça fait rêver. Donc, si on en revient au détail de l'expé, la traversée, donc les 200 000, vous mettez 2 jours, si je Ouais, me souviens bien, c'est ça, 2 46 jours heures. en Ouais. haute mer, avec des conditions visiblement, enfin, de ce que vous disiez, avec en tout cas des bulletins. Les bulletins ont été bons au final dans la réalité. Oui, finalement, on a eu des très bonnes conditions pour traverser. On est parti avec du vent portant et assez généreux. En milieu de parcours, on s'est retrouvé un petit peu dans la pétole, donc une zone sans vent. Une dépression, il y avait en fait une petite dépression qui remontait entre l'Islande et le Groenland. Autour d'une dépression, le vent tourne toujours dans le sens anti-horaire. Donc là, assez logiquement, on avait du vent qui remontait le long des côtes islandaises, donc pour notre départ. Et après, du vent, au contraire, de nord-est, le long des côtes groenlandaises. Et le centre de la dépression en plein milieu du détroit qui sépare l'Islande du Groenland. D'accord. Donc on a été assez vite, à part cette nuit où on a vu une absence totale de vent et où on s'est simplement laissé dériver. On a pagayé un petit peu, mais comme on savait que le vent allait revenir, on n'a pas pagayé énormément. On a affalé les voiles à un moment. D'autant plus qu'il y avait un petit peu de vagues, donc c'était compliqué de pagayer. Et on s'est reposé en attendant, en attendant le matin. Ok. Ok. Et c'était une nuit qui était vraiment, enfin tous les deux on en a reparlé, on en regarde vraiment un souvenir mystique où en fait on était vraiment dans le milieu de nulle part, il y avait du brouillard, donc on voyait pas à plus de 30-40 mètres je pense. Et on entendait vraiment le son des baleines autour et on se retournait genre, oh, il y a une baleine juste Wow. à côté de nous, mais en fait on la voyait pas, elle était super loin. Et en plus cette nuit a commencé avec un coucher de soleil où je me rappelle il y avait le soleil qui se couchait dans le brouillard, mais on voyait, enfin c'était des couleurs vraiment super mystiques. Et en plus, ouais, savoir qu'on est juste au milieu de la pampa, c'était assez féerique. Ouais. Ouais, j'imagine. Ça m'a donné un petit peu l'impression de passer une frontière, justement. Cette ambiance a Mm. participé au fait que j'avais l'impression de passer un peu d'un monde à l'autre en traversant de l'Islande au Groenland. Et alors, l'arrivée dans l'autre monde, du coup, vous avez passé, je crois, 2 semaines. Comment est-ce que vous êtes senti quand vous avez posé pied à terre? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ensuite pendant ces 2 semaines? On Mm. avait faim. Ça, c'est un truc qu'on n'avait pas. C'était la priorité. Ouais. En plus, il y a vraiment eu, genre, moi j'ai senti un peu 3 fois où on a posé pied à terre figurativement. La première, c'est quand je crois que je dormais et Nico il me réveille, il me fait Tom, Tom, il y a le premier iceberg. Et là, on voit un tout petit iceberg et, enfin, allez, et à ce moment-là, je me dis, ouais, il est gigantesque. Et plus tard, je relativise, je me dis, ah, en fait, non, il était minuscule. Donc, ça, c'était le premier pied à terre. Le deuxième, c'est quand on a vu les côtes. Il n'y avait pas une très bonne visibilité vu qu'on sortait justement de la brume, des nuages et tout. Donc on a dû apercevoir les côtes à, je pense, 10-20 000, quelque chose comme ça. Et là, vraiment des montagnes qui sortent de nulle part et qui montent jusque... Impressionnant, quoi. Enfin, j'ai l'impression de voir les Alpes, mais à genre 5 000 et directement depuis l'eau. Assez fou. Et ouais, le troisième, où vraiment, littéralement, là, on amène le kata sur la plage et on pose le vrai pied à terre. Et ouais, là, ça fait quelque chose quand même, quoi. Est-ce que toi, Tom, tu as eu, je sais pas si c'est quelque chose où l'expérience peut jouer, mais est-ce que tu as eu le mal de terre après finalement 5 jours sur le bateau? Ouais, au final, la traversée, donc ça nous a pris 2 jours, donc on avait quand même eu une pause entre les 3 jours en Islande et les 3 jours de nav vers le nord-ouest de l'Islande. On a eu 3 jours de pause après 2 jours de traversée.
Mais c'est sûr, dans tous les cas, même après 2 jours, on arrive à terre, on est un petit peu, Tu tangues, on se réhabitue à la gravité qui est un peu différente, quoi. Euh, mais ouais, pas plus que ça. Ok. Super. Et donc 2 semaines, les 2 semaines sur place, qu'est-ce que vous aviez comme programme? Est-ce que c'était déjà établi? Vous aviez des sommets à faire en tête, des routes à explorer? Comment elles se sont passées ces 2 semaines? Non, C'était pas établi, on n'avait pas de programme précis. Alors évidemment, dans la préparation de notre expédition, on avait construit un itinéraire un petit peu fictif, ou du moins identifié certains endroits où on avait envie d'aller. Mais tout ça dépendait énormément des conditions. On visait initialement un point, une région de la côte groenlandaise plus au nord. D'accord. Finalement, étant donné quand on s'est rendu compte un petit peu mieux des temporalités que représentait chaque traversée, chaque déplacement, et puis surtout des temporalités aussi sur place, le temps de décharger le bateau, le mettre en sécurité, etc. On a préféré aller sur une zone plus proche de notre point d'arrivée, rester à l'endroit où on était arrivé au Groenland en fait, et explorer cette région-là, plutôt que de vouloir tout de suite continuer notre navigation vers le nord, ce qui nous aurait fait passer en fait beaucoup moins de temps à terre et surtout naviguer. Et puis aussi parce qu'on dépend du vent pour se déplacer, que vaut mieux aller dans le sens du vent en général, tout est beaucoup plus simple. Et qu'il faut quand même un petit peu de vent, faut pas qu'il y en ait trop. Donc tout ça, ça détermine énormément de notre programme. Et enfin, c'est pas une région qui nous était connue, c'est pas une zone sur laquelle on peut récolter beaucoup d'informations. Par exemple, pour les informations nautiques sur les 300 km de côte que représente cette zone, elles tiennent en 2 paragraphes. Et Ah oui. pour ce qui est des informations que tu peux trouver sur les conditions à terre, c'est un petit peu pareil. Donc l'idée, c'était d'avoir d'avoir une idée générale de ce qu'on voulait faire. On savait qu'on voulait partir en montagne et partir explorer les glaciers, essayer de trouver des arêtes ou des sommets qu'on pourrait atteindre. Mais on savait pas lesquels, ni comment, et on n'avait surtout pas un programme jour par jour. Ok. C'est quand même fou de voir qu'il y a encore des zones qui existent où il y a aussi peu d'informations. Tu vois, surtout, enfin, le Groenland, cette côte-là, je sais pas si je pourrais mettre le lien. Comment est-ce que je pourrais faire? Ouais, je mettrai le lien de votre compte rendu, comme ça on verra. Les gens pourront voir l'itinéraire que vous avez fait sur la carte. Mais c'est quand même pas si loin de l'Islande, je veux dire, pour des navires équipés comment est-ce qu'on appelle ça, de sonar. Enfin, j'imagine pour sonder les fonds marins, établir des cartographies précises, c'est quand même pas si loin que ça. C'est fou de voir qu'il y a encore des zones qui sont très très peu connues. J'ai l'impression que vous êtes parti en mode Shackleton, sans carte, à la découverte du nouveau monde. mais l'avantage qu'on avait contre Shackleton, c'est qu'on avait quand même des images satellites Ouais. qu'ils n'avaient pas encore nécessairement à l'époque. Donc ça nous aidait aussi pour nous repérer. C'était assez haut niveau pour le coup. Mais on avait quand même des cartes satellites qui nous permettaient de voir plus ou moins à quoi ressemblait le relief dans ce coin-là. Ok. Et donc, la spécificité du terrain, peut-être par rapport, tu vois, Tom, aux Alpes que tu connais bien, ça s'est manifesté comment? Et ben, c'est assez intriguant déjà de voir des glaciers qui débordent dans la mer et qui recrachent des gros bouts de glaçons dans la mer. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez impressionnant, ouais, à voir de près. On pourrait se dire directement, génial, un glacier qui tombe dans la mer, on va directement monter sur le glacier et hop, on est sur la montagne. Alors qu'en fait, pas du tout, parce que s'il tombe dans la mer, ça veut dire qu'il y a une vraie rupture. Donc en général, il y a un front de quelques mètres à quelques dizaines de mètres de haut. Donc on imagine un mur vertical de 10 mètres de glace qui donne sur la mer. Donc en général, ces glaciers-là sont très fracturés. Sur 1 kilomètre de front glaciaire, c'est impossible d'y rentrer, c'est juste pas viable. Mais par contre, il y a des glaciers qui ont commencé à reculer, malheureusement pour l'environnement. Mais là-bas, c'est aussi une réalité. Donc c'est très visible en fait. Il y a des glaciers qui maintenant sont devenus des moraines ou qui n'ont juste plus de glace en dessous, sur lesquels là on peut commencer à monter assez progressivement dans la montagne. Et qui s'étendent sur des distances en fait absolument faramineuses. C'est super dur de se rendre compte des distances là-bas, où il n'y a pas de repères, il n'y a pas d'arbres, il y a peu d'animaux, il n'y a pas d'infrastructure humaine. Donc au final, un sommet, on se dit, ah, il a l'air à 5-10 km de marche, en fait, c'est plus 20-30, quoi.
Ah ouais. Et donc on marche, et voilà, on marche quoi. Euh, et sinon, bah, la différence principale qu'on a vue dans cette zone, c'est que c'est des anciennes vallées glaciaires, ce qu'on a compris, hein, donc on n'est pas des géologues, donc s'il y a quelqu'un qui connaît mieux et qui veut bien nous l'expliquer plus en détail, moi je suis super preneur. Mais donc l'idée c'est que c'est des anciennes vallées glaciaires où en fait donc le rocher s'est fait vraiment laminer par le glacier qui descend vers la mer, vers le bas. Et donc le rocher est d'une qualité absolument honteuse. C'est une qualité qui fait que ce n'est même pas imaginable de poser un point de protection ou d'aller grimper dessus. Et voilà, avant, on m'avait dit, oh non, mais tu vas voir, t'as jamais été grimpé en Beldon. Ici, c'est vraiment Beldon, c'est un petit massif dans les Alpes, où vraiment le caillou est réputé pour être miteux. Mais là-bas, c'était Beldon, c'est du granit comparé à ce qu'on a trouvé là-bas, quoi. C'était, enfin bref. Donc ça a fait que voilà, on s'est beaucoup baladé sur des glaciers, on a fait un petit peu des pentes en neige, on a réussi donc à faire un sommet rocheux qui, avec une petite ascension, au final, c'était une trentaine de mètres en rocher au-dessus d'un glacier, parce que c'était des gros éboulis posés sur des gros éboulis, donc, ce qui permet que le poids de notre corps influait un petit peu moins sur les rochers qui tombent partout. Mais voilà, c'est principalement la différence avec les Alpes, que bah, aux Alpes, on voit aussi les forêts, alors que là-bas, il n'y en a absolument aucune, Ouais. pas un arbre. Et évidemment, il n'y a personne. À part ça, c'est semblable. Alors tu disais il y a très peu d'animaux, mais il me semble que vous avez fait une rencontre sympathique assez rapidement en fait. Ouais, assez rapidement, on a été mis dans le bain. En fait, quand on a posé le pied à terre au Groenland, on était sur une petite île dans le fjord. Parce que bah, déjà, elle était bien placée par rapport à là où on voulait aller après. On avait une plage qui était safe pour le kata. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là-bas, bah, il y a beaucoup d'ours polaires. Et les ours, en fait, traînent souvent près de l'eau, parce que c'est là où ils chassent. Donc, en général, camper sur des plages ou sur des îles, c'est pas la meilleure idée. Donc on a accepté ce risque-là en se disant qu'on allait faire des gardes. Donc pour les 2 premières nuits, on est resté sur l'île. Et donc on commence nos gardes tranquillement. Je fais la première, Nico a dormi, après il me réveille, après avoir fait la sienne. Et pendant la deuxième garde, en fait, je faisais le tour de l'île. Et là, en remontant un petit peu sur les hauteurs, parce que je sais pas, mon intuition m'avait dit c'est peut-être une bonne idée de remonter sur les hauteurs et de pas rester sur la plage. En remontant, je me tourne un moment et je vois un genre de glaçon. Donc, quand on dit un glaçon, c'est un petit iceberg, quoi, vraiment un petit truc. Mais je vois un glaçon qui dérive, mais qui dérive à contre-courant et avec quand même assez rapidement. Et donc là, évidemment, j'ai le palpitant qui démarre quand je me rends compte que c'était un ours qui nageait vers nous. Et au final, eh ben, l'ours a fait demi-tour. Je pense qu'on s'est vu au même moment. Il n'a pas trop eu envie d'avoir de rencontre aujourd'hui. Pas dans un mood très social. Je l'en suis bien reconnaissant d'ailleurs. Et voilà, donc c'est en fait la seule fois où on a vu un ours du séjour, à part des traces de pas par-ci par-là après. C'était voilà, la première et seule rencontre au final. Assez impressionnante. J'imagine que vous étiez équipé, c'est-à-dire je crois que c'est obligatoire d'être armé, hein, c'est ça? Un peu comme au Svalbard. C'est obligatoire, ouais. On avait donc, à part ça, il y a quand même d'autres moyens de protection avant d'arriver au stade d'utiliser une arme. Donc, on avait des sprays à ours répulsifs, il y a Ouais. des pistolets d'alarme qui tirent donc des fusées. On avait évidemment la carabine pour respecter les régulations, qui bah, pendant cette rencontre-là n'était pas encore remontée parce qu'elle était démontée dans les flotteurs, donc on n'avait pas encore eu le temps de la remonter. Une autre raison pour laquelle j'étais très content d'avoir évité la rencontre avec l'ours. Je Oh crois, là je crois là. que c'est qui est hyper intéressant, qui a été vraiment instructif pour nous parce qu'en arrivant, on a failli faire une grosse bêtise en fait. On était vraiment fatigués, on n'avait pas uniquement faim et on a failli aller se coucher directement sans faire de garde. Euh, on a parlé rapidement et au départ, on a envisagé de dormir tous les deux en se disant bon voilà pour cette nuit-là, tant pis, on fait pas de garde et on se repose quelques heures. Et puis quelques minutes après y avoir repensé, on en a reparlé et on s'est rendu compte que non, un peu plus même, peut-être une demi-heure après, on s'est rendu compte que c'était vraiment une mauvaise idée parce qu'on était en train de transiger avec un des principes élémentaires de sécurité, simplement sous l'effet de la fatigue et pour le dire comme ça, de la flemme. Et bah, moi, de mon côté, ce que j'essaye de me dire quand il y a un élément comme ça sur lequel j'ai peur de céder à la fatigue ou à la flemme, c'est si je pouvais le faire simplement en appuyant sur un bouton, est-ce que je le ferais? Et en général, la réponse est oui. Et c'est la même réflexion que je me pose sur le bateau, par exemple, quand j'hésite à prendre un risque, c'est-à-dire à faire une manœuvre pour réduire la voilure, on va dire la taille de la voile.
Bah, il y a pas mal de moments aussi où ça peut être pas mal de se poser cette question. Ouais, c'est un bon outil. C'est un bon outil. Effectivement. Tu vois, je suis en train de penser encore une fois sur cette course où le simple fait parfois de pencher la tête pour boire un peu d'eau à ta flasque, c'était un effort. Tu vois, je me dis, oh, non, c'est bon, tu vois, j'ai pas si soif que ça. Parce que quand tu fais ça 20 fois par jour pendant 6 jours, bah, au bout d'un moment, t'es un peu plus que déshydraté, quoi. T'es sec. Donc, c'est un bon titre, le bouton. Je garderai ça en tête. Merci, Nicolas. Si vous deviez retenir un moment de ces 2 semaines qui vous a vraiment marqué, ce serait lequel? Ça, tu poses des questions difficiles, là, Loïc. Ah, je peux vous dire que ça cogite là, hein. Moi, je les vois les deux. Un moment qui m'a pas mal marqué, c'est quand on était juste avant qu'on reparte, en fait, parce qu'il fallait prendre la décision de repartir. Et ça, avec beaucoup plus d'incertitude que lorsqu'on avait pris la décision de partir, tout simplement parce qu'on avait beaucoup moins d'informations à disposition. On avait des informations météo, mais très limitées. On n'avait plus toutes les belles cartes qu'on recevait quand on était en Islande. Et puis aussi parce que sur ce trajet de retour, si on loupait la bonne fenêtre, on pouvait se retrouver au mois de septembre à plus avoir de fenêtre du tout. Et pendant toute l'expédition et toute la préparation, pour moi, ce moment du retour, de la traversée retour, c'était le moment qui était le plus critique. Ok. Parce qu'on avait le choix de partir, qu'on pouvait toujours renoncer à partir d'Islande au dernier moment si on le sentait pas. Mais par contre, une fois qu'on était au Groenland, il fallait qu'on revienne. On n'avait pas d'endroit où s'abriter, on n'avait pas de quoi passer l'hiver sur place. Et donc, ce moment des dernières heures au Groenland, où aussi on travaillait dur parce qu'on avait des réparations à faire sur le bateau avant de partir, des petites réparations sur la coque et sur différentes pièces d'accastillage. Donc, on les a faites un peu en urgence à la fin. Et ce moment de prise de décision, pour le coup, c'était pas l'euphorie que j'avais pu décrire tout à l'heure, mais, euh, mais quelque chose de plus rationnel, mais de très sérieux aussi. C'est intéressant, j'ai l'impression d'entendre, ça fait vachement écho à ce que disent parfois les alpinistes. Tu sais que le plus important, c'est pas d'arriver au sommet, mais c'est la redescente en fait. C'est marrant de Mm. voir les parallèles entre mer et montagne. Et toi, Tom, le moment, est-ce que tu as besoin d'encore un peu de temps ou tu le tiens? Non, 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 je pense que je le tiens. Et bah, moi, c'était un peu vers les mêmes moments que Nico, en fait. Donc, on avait passé 7 jours dans la première baie. Et avant de partir sur le retour, en fait, on s'est dit, bon, ok, on va changer de baie. Comme ça, on va être un peu au frais mentalement. On va avoir un paysage nouveau. On va pouvoir aller explorer d'autres coins. Et on, on sera potentiellement mieux placé aussi pour repartir. Donc, on a décidé de descendre une baie en dessous. Et voilà, donc l'arrivée sur l'île où on s'est posé, encore une fois, la dernière île où on s'est posé était un peu plus sportive que celle d'avant. On avait des conditions plus difficiles sur lesquelles naviguer, plus d'incertitudes, etc. Et donc on est arrivé de nuit. Après, donc voilà, avoir fait toutes les manœuvres pour arriver, hisser le bateau, etc. Et il y avait énormément de glace dans ce fjord, on le savait parce que, enfin énormément de glace. Il y avait un énorme glacier en fait, qui faisait 3 km de large, 3-4 km de large. Donc voilà, il y avait des gros icebergs très plats qui venaient sûrement de beaucoup plus au nord, qui étaient dans le coin. Mais on pouvait naviguer, il n'y avait pas de tout petits glaçons vraiment pendant notre arrivée. Et donc on se couche assez tard après avoir posé le camp. Et le lendemain, en se réveillant, je me lève, j'ouvre la tente. On était encore sur les hauteurs. On essayait de choisir des spots de bivouac pour avoir assez de visibilité pour les ours au cas où, mais en même temps être protégé. C'était aussi un choix stratégique. Et je vois qu'en fait, le fjord en entier est rempli de glace. Rempli, mais un truc, mais de. Genre, je me disais, c'est un spectacle, mais de fou. Il y avait de la glace de partout. Comme disait Nico, il y a des courants en fait qui viennent du nord, et donc le fjord était exposé plein nord-est, donc toute la glace elle pouvait arriver du nord et rentrer dedans. Et là, je me dis qu'à ouais, à 6-7 heures près, on serait arrivé, enfin la glace elle aurait pu arriver 6 heures plus tôt, et potentiellement on serait arrivé en même temps que ce flot de glace, quoi. Et donc là, on a assisté à un spectacle pendant 2 jours, un jour et demi, 2 jours, où en fait il y avait juste la glace qui rentrait avec la marée, qui ressortait avec la marée, qui rentrait avec la marée, qui ressortait avec la marée. Et c'était un spectacle où, enfin, en final, je me suis posé la question
qui était ultra privilégié au final, parce que des bateaux habitables, eux, ils fuient ce genre de situation. Ils veulent surtout pas se retrouver dans des glaces qui dérivent. Et des gens comme ça qui passent, qui campent à terre sur ces endroits-là, il n'y en a pas forcément énormément. Donc ouais, c'était un grand sentiment d'humilité que de se retrouver au milieu de ces glaces qui vont et qui viennent. Et après, avec toutes les questions qui vont avec, quoi. Qu'est-ce qui se passe si la glace est encore là quand on doit repartir, etc. Même s'il y a des solutions. Euh, mais ouais, un grand sentiment d'humilité devant ce spectacle grandiose, on va dire. Encore une fois, ça me fait penser à Shackleton et tu vois, qui sont retrouvés bloqués dans les glaces. Je sais pas. Vous l'avez lu en français, je crois que c'est le récit de l'Odyssée de l'endurance ou quelque chose comme ça, son livre, ouais. Nicolas, il faut que tu le lises. Hallucinant, Ouais, hallucinant. j'ai mis sur ma liste. Ouais. Quand tu lis un récit pareil, que tu sais que ça s'est passé en 1914, donc autant te dire que les combinaisons sèches, les balises GPS et compagnie, voilà. Ils sont partis à 28 gars 2 ans plus tard, je crois. Ils sont rentrés à 28 en ayant leur bateau qui a été écrasé par la glace, qui a coulé. Ils ont dérivé sur des icebergs. Enfin bon, c'est. En parlant d'humidité, tu vois, Tom, là, ça. Quand tu lis un truc comme ça te fait réfléchir sur ce qu'on est capable de faire. Excellent, excellent. Des super beaux moments. Le retour arrive. Donc, vous disiez que c'est finalement un retour assez compliqué. Les vents de face, c'est ça, si j'ai bonne mémoire, Nicolas, ce que tu disais tout à l'heure. Et très peu de vent, en fait. Pour Très peu de partir, vent. on avait en théorie une fenêtre météo qui devait nous apporter une nuit, voire quelques heures de matinée sans vent. Et finalement, on est parti. On a bien eu le vent est bien tombé en début de nuit, mais il n'est pas revenu. On a attendu la nuit, on pagayait, on a attendu la matinée, on continuait de pagayer, ça nous motivait puisqu'on se disait voilà, dans quelques heures, on va retrouver du vent normalement. Donc on pagayait, mais le vent n'est jamais vraiment revenu. Par moment, une toute petite brise prenait sur les voiles, mais ça durait quelques centaines de mètres, quelques milles, parfois 1 ou 2 heures, mais pas beaucoup plus. Et ça a duré comme ça pendant, pendant presque 48 heures. Ah ouais, ok. On avançait entre 1 et 4 nœuds, donc vraiment tout doucement. Souvent en conjuguant un petit peu la pagaie et la voile. Et donc là, psychologiquement, tu disais que c'était le moment critique de toute l'expédition, ce fameux, ce retour. Le fait qu'il n'y ait pas du tout de vent, est-ce que du coup il y a des inquiétudes qui sont apparues, comme par exemple, je sais pas, est-ce qu'il y a des passages de navires à cet endroit-là? Est-ce qu'il y avait des risques que s'il n'y a plus du tout de vent, vous dériviez et que vous n'arriviez jamais à récupérer l'Islande? Ça a eu quoi comme impact? C'était en fait du vent fort était prévu juste après notre date d'arrivée espérée. C'est-à-dire que voilà, il devait y avoir du gros vent de nord qui allait s'engouffrer dans le détroit, et nous il fallait surtout pas qu'on se trouve dedans. Donc c'était ça en fait le risque, c'était juste de rester complètement bloqué et de se prendre ce mauvais temps. Et c'est pour ça aussi qu'on était motivé à pagayer, parce qu'on savait qu'il fallait qu'on avance. Ouais. Ok. L'avantage qu'on avait pendant cette traversée-là aussi, c'est que la plupart du temps, les courants nous portaient dans le bon sens. Donc au moins, on pagayait pas contre les courants. Donc on avait un courant entre 0,5 et 1 nœud et demi qui nous aidait un petit peu, on va dire. Donc ça faisait que l'effort de pagaie était un petit peu moins laborieux et mentalement moins difficile, parce que sur nos cartes, on voyait qu'on avançait quand même un tout petit peu, mais qu'on avançait au moins. Et ouais, comme dit Nico, c'était quand même... on était sur le retour, donc on se disait là, voilà, c'est un peu comme les 10 derniers kilomètres d'un ultra. Il n'y a plus de douleur au genou en général. C'est ça. Exactement. Allez, c'est intéressant le point des courants. Qui est-ce qui m'en avait parlé? Ah ben vous l'avez peut-être... Non, je pense que vous ne l'avez pas croisé, mais vous auriez pu le croiser. Gilles Denis, et il me semble que c'est son frère avec qui il a fait cet expé. C'est un explorateur belge qui était sur la même côte groenlandaise que vous, au même moment, a priori, mais lui en kayak. Et donc, ce qu'ils faisaient, ils ont fait une traversée du Groenland. Je crois qu'ils sont partis en avril. Traversée à ski Pulka du Groenland. Ensuite, ils ont descendu la côte est en kayak, en autonomie. Donc, ils pêchaient. D'ailleurs, il faudrait que je lui demande comment ça s'est passé, parce qu'ils avaient
ne pouvaient pas emmener suffisamment de bouffe, donc ils devaient pêcher. Et ensuite, ils devaient ouvrir des voies dans des fjords sur la côte ouest ou au sud, je ne me rappelle plus. Mais donc, je pense que vous êtes passé quasiment au même endroit. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que c'est lui, je crois, qui m'avait parlé des courants, et que c'est pour ça qu'il redescendait en kayak nord-sud sur la côte est pour bénéficier des courants. Ça a dû être une sacrée expé, ça aussi. Ouais, c'était un truc rigolo, ça aussi, je pense. Ok, donc retour en Islande un peu plus compliqué que prévu, mais en tout cas là... Plus long, non, je dirais pas compliqué. Plus long. Donc Juste prévu, plus long. mais voilà. L'avantage, c'est que comme il n'y avait pas de vent, on avait moins froid. Ouais. Et on pouvait mieux dormir aussi. Nos systèmes nos systèmes de dormir, voyons, je ne sais plus parler français. Bref, les manières avec lesquelles on dormait sur le bateau sont considérablement améliorées au fil du séjour. Dans la première navigation en Islande, on n'avait juste rien sur le trampoline. La deuxième, pour aller au Groenland, on avait pris un bivy bag. Donc, c'est ces sur-sacs de couchage imperméables qui permettent de protéger du vent et un peu des embruns et tout. Donc, on avait ça sans sac de couchage, évidemment, mais ça permettait d'avoir un petit abri. Et au retour, vu que la majorité du temps, il n'y avait pas de vent, là, on avait gonflé le matelas gonflable de camping avec par-dessus le bivy bag. Et là, c'était hôtel 5 étoiles. Excellent. Ok. Trop bien, punaise, c'est quand même incroyable. Hein. En quelques semaines d'expé, ce que vous avez pu vivre, c'est juste ouf. Là, maintenant que vous êtes tous les deux revenus en France depuis quelques temps, vous direz que cette expé, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais moi j'ai cette croyance que quand on part faire un truc comme ça, il y a forcément des choses qu'on apprend. Si c'est le cas, vous diriez que vous êtes revenu avec quoi en plus dans votre sac d'explorateur? Je vous jure, les questions n'étaient pas préparées. Je me suis pas dit, je vais leur poser des questions dures. C'est vraiment des questions où ça m'intéresse vraiment de voir voilà, ce que vous avez, l'expérience que vous avez engrangée, ce que vous retenez de cette expé complètement dingo. Je pense que d'une aventure comme ça, on revient forcément avec quelque chose de nouveau. Moi, je dirais que je suis encore un peu pas assez revenu pour avoir le spectre complet et pouvoir te sortir une réponse méga cristallisée et super belle de cette aventure, parce qu'au final, c'est pas comme ça. C'est un gros tas de trucs, faut démêler et voilà. Mais clairement, une autre vision du monde, et on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait dans cette société-là, où est notre place, qu'est-ce qu'on, en fait, je parle au on, mais je peux parler au jeu. Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter dans cette société-là? Qu'est-ce que j'ai vécu? Est-ce que j'ai envie de repartir? Pourquoi est-ce que j'ai envie de repartir? Et dans une démarche pas simplement de consommation. Je me dis, comment est-ce que, en ayant vécu cette expérience-là, comment est-ce que je peux la partager à d'autres pour que ce soit pour inspirer, pour donner des idées, pour faire vivre des émotions fortes, et que ce soit pas simplement moi qui aille dans des territoires vraiment isolés, qui prennent quelque chose et à mes propres fins, on va dire. Donc je pense que je réintroduis beaucoup plus consciemment en tout cas, cette notion de partage dans ce que je fais, et à comment redonner, comment transférer au final ces apprentissages, ou du moins comment les partager. Ouais. Top. Écoute, j'espère que cet épisode pourra y contribuer. Moi, je vais être beaucoup, beaucoup plus terre à terre que Tom. Non, ce que j'ai retenu de l'expédition, d'une part, j'étais hyper content de voir que nos hypothèses de miser sur la légèreté avaient fonctionné. Et du coup, pour moi, c'est vraiment la principale leçon de l'expédition et une voie dans laquelle j'ai envie de persévérer un petit peu, améliorer le principe si c'est possible, et mener d'autres expéditions un peu dans ce style. Parce qu'on sait créer des contraintes en misant sur la légèreté, mais on a pu aussi en éliminer d'autres. Et je pense qu'en améliorant, en continuant à améliorer un petit peu, trouver un meilleur compromis en termes de taille, de poids de bateau, d'équipement, etc. On peut arriver sur quelque chose qui a un potentiel énorme d'exploration et d'immersion en fait dans un milieu sauvage qu'on peut pas forcément, je pense, trouver autrement si on n'est pas autonome. Et si on réalise pas nous-mêmes toute l'approche, si sur le terrain on n'a pas tout le matériel dont on a besoin sans dépendre de prestataires logistiques ou de choses comme ça. Et puis ce qui manque aussi, c'est peut-être le fait que le temps soit pas compté. Là, on est resté, ça a duré vraiment 2 semaines de vraie expédition, même si ça a duré plus longtemps si on inclut nos navigations en Islande, etc. 2 semaines, c'est court. C'est très court sur place. J'aurais bien aimé rester plus longtemps. On était limité par la fenêtre
entre la période où il n'y a plus de glace et la période où le mauvais temps arrive, comme je décrivais tout à l'heure, mais aussi beaucoup par notre autonomie, tout simplement parce que chaque jour, c'est 2 kilos de nourriture à deux, et qu'on ne pouvait pas en emporter plus, tout simplement. Et, euh, et bah, ce que je retiens de cette expédition aussi, c'est que j'aimerais apprendre les techniques qui me permettraient d'être plus autonome, donc par exemple à pêcher, à chasser, ce genre de choses pour que la logistique, comment dire, c'est ce genre de préoccupations un peu domestiques nous restreignent moins dans la durée de l'expédition. Ok. Bon, ça laisse présager de futures expéditions en tout cas. Du coup. Complètement, oui, rien de pour l'instant, mais plein d'idées. Ok. Excellent. C'est dur que tu puisses pas retransmettre les hochements de tête d'approbation en vocal. Mais... Ouais. Génial. Bah écoutez, on arrive à la fin. Franchement, je me suis régalé. C'était juste génial comme partage. Incroyable de voir ce que vous avez fait, encore une fois, avec les moyens du bord, en vous débrouillant par vous-même, en trouvant les bons sponsors, en préparant votre bateau avec une approche très différente, en misant tout sur la légèreté. Je trouve que ça fait plaisir de voir ça parce que ça montre que c'est carrément possible et que, encore une fois, on n'a pas besoin de partir planifier quelque chose quelque chose de cette envergure 2 ans à l'avance en levant des dizaines de milliers pour partir avec un catamaran basse vie ou je sais pas quoi. Voilà, c'est possible de faire avec une approche beaucoup plus minimaliste, quelque chose de complètement incroyable. Donc vraiment, merci beaucoup pour ce très très beau partage. Est-ce qu'il y a un mot de la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez envie de partager une fois de plus aux auditeurs, aux auditrices? Cette manière de partir à l'aventure, c'est quelque chose, je pense, qu'on aimerait bien partager. On aimerait beaucoup encourager des gens à faire le choix d'autonomie et de la légèreté en partant, pas forcément en bateau, ça peut être en bateau, sur des petits bateaux légers comme ça, mais aussi par exemple en vélo sur des longues distances. Et puis de mêler un petit peu les milieux, le terrestre, la montagne, la mer et la montagne. S'il y a des gens qui écoutent ce podcast et qui ont envie de faire un petit peu la même chose et qui ont besoin de conseils ou de retour d'expérience, qu'ils n'hésitent surtout pas à nous contacter. On serait hyper heureux de partager les quelques trucs qu'on a appris en le testant. Trop bien. Et je peux même complémenter ça avec la version philosophique maintenant que Nico a fait la version terre à terre. C'est qu'au final, on se rend compte que c'est pas nécessairement en allant chercher la difficulté qu'on s'éclate le plus et que on a fait des sommets qui sont tellement plus modestes que ce qu'on aurait pu envisager de faire dans les Alpes, mais qu'au final, le plaisir et la satisfaction sont démultipliés. Donc moi, je pousserais à inviter cette réflexion-là, et s'il y a des gens qui ont envie de partager aussi cette réflexion-là, avec grand plaisir, mais de qu'est-ce qu'on va réellement chercher quand on va au final déranger des milieux naturels. Il faut les faire pour les bonnes raisons. Ouais. Très bon point. Super. Un grand merci Tom, grand merci Nicolas pour ce très très beau récit. Je vous dis à une prochaine pour l'aventure du duo qui arrive très bientôt. Non, il y a quelque chose de prévu tous les deux ou c'est pas encore Rien de prévu, mais on tiendra au courant de. Ok. En tout cas, merci beaucoup à toi de t'être intéressé à notre expé et à ce qu'on a fait, à la manière dont on l'a fait. Avec grand plaisir. Merci à tous les deux pour ce beau récit. Yes, merci Loïc, merci Nico.